Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire bien particulière puisqu'il s'agit de la disparition de Chéri Papini. C'est une affaire très récente et vous allez le voir, cette histoire va peut-être vous faire penser au scénario d'un thriller policier, mais je vous en dis pas plus. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter rapidement le sponsor de cette vidéo, Cambly. Cambly est une plateforme d'apprentissage d'anglais que j'ai pu tester et qui est absolument parfaite pour s'améliorer dans cette langue. Tous les tuteurs sont de véritables natifs anglophones et c'est ce qui fait la qualité de leur enseignement. Sur les 10 000 enseignants de la plateforme, vous trouverez forcément celui ou celle qui partagera vos centres d'intérêt, comme le true crime par exemple. I personally loved a series called I Am a Killer. Not sure what the French would be. Je suis un killer. Je suis un tueur, ouais. Vous pouvez choisir de suivre un cours particulier ou un cours en groupe de 3 personnes en fonction de vos objectifs. C'est une formule qui peut s'adapter. Vous choisissez aussi votre rythme d'1 à 5 heures de cours par semaine. En plus, la plateforme propose aussi Cambly AI, un professeur virtuel qui vous permet de pratiquer en toute détente avant de vous lancer avec un vrai tuteur. Les cours sur Cambly s'adaptent à votre niveau, donc pas de stress, les tuteurs sont là pour vous aider à vous améliorer, il n'y a pas de jugement de leur part et ils savent exactement quoi vous proposer pour vous mettre à l'aise. Grâce à Cambly, vous avez un apprentissage fluide et efficace puisqu'il est immersif et régulier, qu'il vous fait autant travailler la compréhension que l'expression, et ce, sans que ça vous donne l'impression de faire d'efforts. Et aujourd'hui, on sait tous combien il est important de maîtriser l'anglais. Si vous êtes intéressé, Cambly vous propose une offre. En cliquant sur le lien qui se trouve en barre d'infos, vous pouvez profiter de moins 60% sur l'abonnement de 12 mois de cours, ce qui est la plus grosse offre de l'année. Cambly vous propose aussi de tester un cours de 30 minutes pour seulement 1 €. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à profiter de cette bonne affaire si elle vous intéresse, et en plus, ça soutient ma chaîne. Encore merci à Cambly pour sa confiance et nous, sans plus attendre, on va passer au sujet de notre vidéo. Alors installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 2 novembre 2016 dans la ville de Redding, en Californie. Alors que Keith Papini rentre chez lui après le travail vers 17 h, il s'étonne de ne pas trouver sa femme et leurs 2 enfants, Tyler et Violette. Lui qui a l'habitude de l'accueil enthousiaste de ses enfants est surpris du calme inhabituel qui règne dans la maison. Keith utilise alors l'application Find My iPhone pour essayer de localiser Chéri, pensant qu'elle est peut-être partie en balade avec les enfants. L'application le conduit non loin de chez eux, vers Sunset Drive. Lorsqu'il arrive sur place, il découvre le téléphone de Chéri, ainsi que ses écouteurs, abandonnés au bord de la route, mais aucune trace d'elle, ni des enfants. De plus en plus inquiet, il appelle la garderie et apprend que Chéri n'est pas venue récupérer les 2 enfants, comme à son habitude. C'est pourtant elle qui les récupère en semaine, et elle les a bien déposés le matin même, comme ça a été confirmé par les personnes qui travaillent dans l'établissement, mais aussi par les caméras de surveillance. Désormais vraiment paniqué, Keith appelle le 911 pour signaler la disparition de sa femme. Le bureau du shérif de Shasta County et le FBI sont immédiatement alertés et Chéri est officiellement déclarée portée disparue. Son mari conduit les enquêteurs à l'endroit où il a trouvé le téléphone de sa femme et toute la zone est passée au peigne fin, mais aucun indice supplémentaire n'est découvert. Les enquêteurs font également le tour du domicile des Papini et ne constatent rien d'anormal. Le sac à main de Chéri est là, ainsi que tous ses bijoux. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à cette mère au foyer aimante, en apparence sans histoire? Surnommée Supermom par certains de ses proches, la jeune femme de 34 ans ne travaille pas et consacre son temps à sa vie de famille.
Après un premier mariage qui n'a pas fonctionné, Sherry reconnecte avec son amour de jeunesse, Keith Papini. Ils se marient en 2009 et le couple semble mener une vie idyllique. C'est même avec lui qu'elle avait eu son tout premier baiser au collège. Très sportive, Sherry a l'habitude d'aller courir régulièrement. Elle préparait même une course caritative avant sa disparition et s'entraînait donc assidûment. C'est d'ailleurs pendant son jogging quotidien que Sherry a disparu, ne laissant derrière elle donc que ce fameux téléphone et ses écouteurs. Les suspicions des enquêteurs se tournent instinctivement vers le mari, ce qui n'est pas inhabituel. Dans un cas de disparition, le conjoint ou la conjointe est très souvent le suspect numéro 1. Il faut dire que le comportement de Keith en interrogatoire est quand même un peu suspect. Dans sa gestuelle, dans ses expressions, on le sent mal à l'aise. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à cacher, voire à se reprocher, ou bien est-ce que c'est normal parce qu'il est inquiet? Dès le début, Keith parle des difficultés dans son couple. Il raconte par exemple ses nombreuses disputes avec Sherry, mais il a tendance à la présenter comme celle qui initie les conflits et qui a des façons assez dysfonctionnelles de les gérer. Par exemple, il explique que Sherry est très brillante et serait du genre à très vite se mettre à lui crier dessus. C'est d'ailleurs corroboré par leurs voisins qui racontent avoir l'habitude d'entendre des cris et des bruits de verre brisés provenant de chez eux. Malheureusement, il n'y a aucune preuve concrète de ces dires. La seule fois où la police est venue pour cette raison, il s'est avéré que Keith et Sherry étaient simplement en train de regarder un film dans lequel il y avait une scène violente. Alors les enquêteurs creusent cette thématique et ils interrogent Keith pour savoir s'il a déjà eu des gestes violents envers sa femme, mais il nie. Il mentionne quand même un épisode troublant. Il y a quelques années, il aurait donné un coup involontaire au visage de sa femme pendant qu'il jouait à la Wii. Et il va même jusqu'à raconter que par la suite, lorsque des amis s'interrogeaient sur le cocard à l'œil de Sherry, il répondait sur un peu un ton humoristique que c'était lui qui lui avait fait ça parce qu'elle avait pas fait la vaisselle. Aussi, plusieurs proches de Sherry interrogés par les enquêteurs sont assez virulents dans leurs déclarations concernant Keith et l'accusent d'être un asshole, donc un connard. Sauf que finalement, tout semble indiquer que Keith dit la vérité. Il y avait des témoins lors de la fameuse scène avec la Wii qui attestent qu'il s'agissait bien d'un simple accident. Les enquêteurs ne trouvent aussi aucun élément concret de violence conjugale ou d'abus de la part de Keith. Obviously, anybody's feelings are going to be hurt, but I do know that she does exaggerate things to other people and make it seem because she likes the empathy or whatever you want to call it from other people. De plus, après vérification, l'alibi de Keith au moment de la disparition de Sherry est confirmé. Il était bien au travail lorsqu'elle a disparu. Il a également accepté de passer à plusieurs reprises des interrogatoires sous polygraphe et à chaque fois, l'appareil a indiqué qu'il était honnête dans ses réponses. J'en profite pour faire une petite parenthèse à propos du polygraphe ou détecteur de mensonges. C'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment aux États-Unis, contrairement à la plupart des autres pays dans le monde. En France, par exemple, c'est pas interdit de faire passer un polygraphe, mais comme on estime que c'est pas suffisamment fiable, c'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé par les enquêteurs. Aux États-Unis, les résultats d'un test au polygraphe ne peuvent pas être admis dans un tribunal, mais c'est pas parce qu'ils considèrent que c'est pas fiable, au contraire. C'est un peu étrange, mais en gros, ils estiment que c'est tellement fiable que si on admettait les résultats de ce type d'outil lors d'un procès, ça enlèverait tout rôle au jury qui ne s'intéresserait plus à l'intégralité des éléments apportés, mais uniquement au test du polygraphe. Pourtant, la fiabilité de cet instrument n'est pas avérée puisque il mesure les paramètres physionomiques qui sont liés au stress et que le postulat c'est quand tu mens tu stresses et donc ça se voit et quand tu dis la vérité tu ne stresses pas, donc on arrive à faire la différence. Mais ça c'est de la théorie parce que en réalité il y a des menteurs qui savent rester tout à fait calmes et inversement il y a des gens qui sont hyper angoissés et qui pourraient stresser juste de la situation ou des questions qui leur sont posées. Moi, je suis sûre, par exemple, que même en disant la vérité, le polygraphe m'accuserait de mentir. Je suis vraiment du genre à stresser quand je passe, je sais pas, une douane ou même devant des vigiles dans un magasin, alors que j'ai rien à me reprocher. Bref. Néanmoins, je pense que ça peut surtout être utile pour mettre la pression sur un suspect lors d'un interrogatoire, et ça peut éventuellement permettre de faire avouer quelqu'un.
Toujours est-il que pour en revenir à notre affaire, Kiss Papini accepte sans problème de passer un polygraphe et les résultats sont bons. Donc les enquêteurs se disent bon, il n'y est probablement pour rien dans la disparition de sa femme. L'enquête continue et l'hypothèse qui prend très vite de l'ampleur puisque son mari ne l'a visiblement pas fait disparaître, c'est que Thierry aurait été enlevé. Kiss, lui, semble de prime abord persuadé que le coupable serait une connaissance d'un de ses voisins parce que, pour lui, vu l'endroit où elle a disparu, là où on a retrouvé son téléphone jeté dans le fossé, c'est pas un endroit où quelqu'un passe sans raison. Donc sa logique, c'est quelqu'un qui serait venu rendre visite à un habitant du quartier et qui aurait aperçu Thierry et profité de l'occasion. En gros, donc pas quelque chose de planifié, mais plutôt un enlèvement par quelqu'un d'opportuniste. I'm not an investigator, I'm not a detective. You guys are way smarter than me when it comes to this stuff, but I still feel it has something to do with somebody in our neighborhood or an acquaintance of them. De plus, Kiss et les enquêteurs ont remarqué que le téléphone, quand il est découvert, est bizarrement posé dans l'herbe avec un axe qui ne semble pas naturel. Et puis vous savez, on voit les écouteurs posés sur l'écran avec une petite touffe de cheveux prise dedans. Et ça semble être une mise en scène, comme si peut-être l'enlèvement n'avait pas eu lieu exactement là et que ça avait été posé ici pour brouiller les pistes. Les enquêteurs parviennent à préciser les circonstances de la disparition de Thierry puisque plusieurs témoins l'ont vu faire son jogging et ça permet d'estimer une fourchette horaire de l'enlèvement entre 10h du matin et midi environ. Tout de suite, l'affaire prend une ampleur médiatique très importante. L'avis de recherche de Thierry est relayé en masse par la presse et sur les réseaux sociaux et la police reçoit des centaines de témoignages de personnes qui pensent avoir vu Thierry à tel ou tel endroit sans qu'aucune de ces pistes ne puisse mener nulle part. Le 24 novembre 2016, soit le jour de Thanksgiving, très tôt le matin, aux alentours de 4h30, plusieurs appels sont passés au 911 pour signaler une jeune femme désorientée qui serait en train d'errer aux abords d'une nationale à proximité de Zamora, en Californie. Attention, la séquence qui va suivre peut heurter les personnes assez sensibles. Les audios sont assez difficiles à entendre. Donc je vous mets le timecode pour passer si jamais vous voulez directement aller à la suite. I did not see the car. I saw a person on the side of the road waving a shirt. I think they're trying to flag down some help. 911 emergency, what are you reporting? Hi, I have an emergency. I don't know my location. There's a lady on the side of the road needing help. Okay. You don't know where this is? I don't know where you are. Oh, you can't? No, sir. Your phone bounces off cell towers. It doesn't give me your exact location. Not on a cell phone. Oh, okay. What? Are you traveling? Are you driving? What's wrong with the female? Do we know? What? Do you know what's wrong with her? She's saying that she got kicked out of her boyfriend's. Okay, just be safe where you are. What is she asking for? She's asking for an ambulance. What's hurting? You're chained up. She's chained up? She's chained up, her vision's blurry, and she needs an ambulance. Do you see her chained up? Yes. Her name is Sherry Panini? Babini. Ask her who chained her, or can she talk at all? Yeah. Here. Can I talk to her? Here. Please. Sherry, I need you to listen to me. Please. Listen to me. Do you know where you are? No. I've been in the car. Okay. Sweetie, listen to me. I need you to take a deep breath, calm down, and listen to what I'm saying. I have an officer en route. We've had several calls. Are you chained up? Yes. Okay, take a deep breath, sweetie. Who chained you up? Do you know the person, or were you kidnapped? I don't know. I never saw her face.
Listen to what I'm at. Listen to what I'm at. Sherry, take a deep breath because it's hard to help you if I can't understand you. Okay? I know you're upset, but we have help on the way, sweetie. We have help on the way. Listen to me. Deep breath, Sherry. Deep breath. How did you get chained up? What happened? She took me. Who took you? Do you know? No. Okay. No, there was two of them. Okay, listen. I have help on the way. I want to call my husband. I want to call my husband. Okay, listen. Take a deep breath. Where were you taken from? From Reading. From Reading. You were taken from Reading? Reading. I live in Reading. Okay, how did someone take you? Okay, Sherry, we will get help with you and we will get your husband, but right now I need you to help me help you. Help me help you, okay? Deep breath. I can't see very well. I understand, but I can't help you unless I can understand you. I need to tell the officer what's going on. Do you know any... I don't know. What do you mean you don't know? Do you know how someone took you? How did they get you out from Reading? I want to call my husband. Ma'am, right now I need you to get me information so I can help you. We will get in touch with your husband as well. But right I need an ambulance. Okay, Please. I have officers and I have ambulance on the way. Right now I need you to talk to me. I want to call my husband. I want to call my husband. What happened? En arrivant sur place, les enquêteurs découvrent Sherry Papini à plus de 200 km du lieu de sa disparition. Elle porte une chaîne en fer autour de la taille ainsi que plusieurs serflex autour des poignets et des chevilles et elle est méconnaissable. Elle a perdu énormément de poids, elle pèse à peine 40 kg et ses longs cheveux blonds ont été coupés très grossièrement. Sous le choc, Sherry refuse de parler aux enquêteurs qui préfèrent donc envoyer son mari avec un dictaphone dans l'ambulance qui l'a conduit à l'hôpital. Il lui pose des questions sur les circonstances de son emprisonnement, sur les raisons pour lesquelles elle ne veut pas parler et elle dit qu'elle se méfie des autorités et qu'elle ne leur fait pas confiance. And that's another thing I'm scared about. I don't know you guys. I don't know if you're in my corner. I know my husband. I know my husband's in my corner, but, you know, there was a lot of other things, and I know that you guys know about everything. Yeah. That's embarrassing and Well, yucky, and that's weird for me. That's weird for me. This is very weird for me. yeah, it's Because I know that you know Yeah, it's no big- everything it's- about everything, and that's well, and I know Keith. I know- awkward. we all know what we're That's the talking best way to And say those are that. some That's things we- very awkward for me. La quantité de blessures qu'elle présente est très inquiétante et témoigne des violences qu'elle a subies pendant les 22 jours où elle a disparu. En plus des nombreuses ecchymoses et d'un nez cassé, Sherry a également de mystérieuses brûlures au niveau de l'omoplate droite, comme si elle avait été marquée au fer chaud. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à cette blessure, ils notent que les marques correspondent à des lettres ou à des chiffres, mais ni les médecins ni la police n'arrivent à les déchiffrer, en tout cas pour le moment. Plus tard, Sherry elle-même expliquera qu'il est écrit Exodus 21:16, un verset de la Bible qui dit « Celui qui dérobera un homme, qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort. » Alors oui, je sais, c'est bizarre, mais vous comprendrez sûrement plus tard. Au début, Sherry Papini est sous le choc et elle a beaucoup de mal à livrer un récit détaillé de ce qui lui est arrivé. Elle explique dans les grandes lignes avoir été enlevée, retenue de force, avoir subi de la torture, mais pas d'agression sexuelle, ce qui est confirmé par les examens cliniques. Malgré tout, tous les vêtements de Sherry sont saisis pour y mener des recherches dans l'espoir d'y trouver des traces ADN de son ou ses ravisseurs. Et puis quelques semaines après son retour à la maison, Sherry livre le récit de son enlèvement aux enquêteurs du FBI qui prennent l'affaire très au sérieux. Sometimes it's easier with my eyes closed. Sure. Is that okay? Absolutely. You can do anything you want. Also, my skin is still very itchy everywhere, so I apologize. Everything is itchy all everywhere. No problem.
Selon elle, 2 femmes latino-américaines armées l'ont forcée à monter dans un SUV noir alors qu'elle était en train de faire son footing. I see a vehicle go past Sunrise Drive to maybe like the front 2 tires are past the actual street sign and then it backs up. The window goes down, but it was a woman. I know she was wearing a hat, but I can't see the color and I can't see her clothes. Okay. I had my phone in my right hand and my earbuds on, and I took out my left to hear her. And then she opened the door. And then I saw the small revolver. I can't remember if she said, we don't want to hurt you, we don't want to kill you. I can't remember exactly if it's, we don't want to something, we don't want to something, we don't want to something. And then I put my phone down. As soon as I set it down, I was so mad because I couldn't call my husband. And as soon as I set it down, I ran away. And I didn't, and I should have. And I just, that's all and I can't remember lifting my leg. I can't remember the back door open. Take a drink of water if you need to. And I want to run something by you and see if this might be able to help a little bit. Breath, do some more. You're good. You're recalling things from like your first person view, correct? When you're going through, you're seeing it through your own eyes. You understand what I mean by that? You're doing good. Okay. L'une d'entre elles a alors mis un sac sur la tête de Sherry pour l'empêcher de voir où elle la conduisait. Bien qu'elle n'ait eu que peu d'occasions de voir leur visage, Sherry se souvient que l'une d'entre elles était plutôt jeune, entre 20 et 30 ans, et l'autre un petit peu plus âgée, entre 40 et 50. Les ravisseuses l'emmènent dans un appartement où elle est séquestrée. Elles lui disent qu'elle est destinée à être vendue à un réseau de prostitution. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été marquée au fer chaud, car c'est apparemment ce que l'homme à la tête de ce réseau souhaite. Il veut que toutes ses filles soient identifiables de cette manière. Pendant près de 3 semaines, elle subit des violences quotidiennes de ces 2 tortionnaires. Elle est enfermée dans un placard dans le noir, attachée à une barre métallique fixée au plafond. Dans ce placard, il y a un seau avec de la litière pour chat qui fait office de toilette et un lit. Dans la pièce d'à côté, Sherry entend les 2 femmes qui regardent souvent la télévision ou qui écoutent de la musique, qu'elle qualifie elle-même de musique mexicaine vraiment pénible. Elle dit aussi entendre un bruit de feu qui crépite, tandis qu'elle a super froid de son côté, mais ce sont les seuls sons qu'elle entend. Elle ne se souvient d'aucune voiture, aucun train, rien qui puisse vraiment permettre de retrouver où pourrait se situer son lieu de détention. Mais alors pourquoi est-ce qu'au bout de 22 jours, les ravisseuses la laissent finalement partir? Eh bien Sherry n'en a aucune idée. Une conférence de presse est organisée pour tenter de retrouver les 2 suspectes décrites par Sherry. Sherry, elle, essaye de revenir à sa vie normale. Elle touche des aides du gouvernement pendant plusieurs mois, notamment pour se payer une thérapie parce que elle souffre de PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique et d'anxiété suite à son enlèvement. En tout, je crois qu'elle reçoit à peu près $30,000 qui sont dépensés, donc soit pour éponger certaines de ses dettes, soit pour payer son psychiatre, et cet argent vient principalement d'un fonds d'aide pour les personnes victimes d'enlèvement. Près d'1 an après l'enlèvement de Sherry, le FBI publie enfin un portrait robot des 2 suspects. Les analyses des sous-vêtements de Sherry montrent la présence d'un ADN mâle inconnu qui n'est pas celui de son mari.
Ces découvertes éveillent un petit peu les suspicions des enquêteurs parce que ces résultats vont à l'encontre du récit de Sherry qui affirme qu'elle a été tenue captive par 2 femmes. Plusieurs années passent et puis en 2020, le FBI obtient l'autorisation de la Cour de justice pour comparer l'ADN inconnu à la base de données de tous les sites de tests ADN en ligne, type MyHeritage. Parce que même si c'est possible, et que c'est interdit en France, les kits pour effectuer des tests ADN chez soi sont bien disponibles aux États-Unis. Et ces comparaisons, elles portent leurs fruits parce que quand on rentre l'ADN inconnu dans le logiciel, il y a un match qui n'est pas exactement le même, mais on voit qu'il y a un lien de famille assez proche. Et donc cette personne qui ressort, ce serait le père d'un dénommé James Reyes, un ex de Sherry. Les enquêteurs épluchent alors le profil Facebook de James et ils découvrent des photos de l'appartement de son frère, décédé quelque temps auparavant. Or, les photos des pièces correspondent étrangement à la description faite par Sherry du lieu où elle était séquestrée. Ils comprennent donc qu'elle a très probablement menti sur les circonstances de sa détention. Les enquêteurs décident alors de se rendre chez James Reyes afin de le confronter. Et en interrogatoire, James cède et avoue très rapidement la vérité. Lui et Sherry sont sortis ensemble en 2002 et il a accepté de l'aider à simuler son enlèvement. Obviously, you know she had gone missing for a while. Though. Yeah, it was all the news. My mom had contacted me, you know. So we're getting to a point where we're here for a reason. Yeah, of course. Right. So I'm from Shasta County. Oh, yeah. He's from the FBI office in Redding because we're the ones who worked her abduction case. Okay. And that's why we're here. Yeah. So we got here because we found some evidence that ties you to the abduction side of things, not from a haven't seen her in 10 years. Okay. We're going to start getting on a slippery slope. Yeah. And I want to stop you before we start falling. Your DNA is found with her at the time that she was found. Okay. So there's evidence that says you were around when she was found. I'm saying during the abduction time, your DNA is found on her. Okay. So it's not from a chance, your own words, you haven't seen her in 10 years. DNA evidence doesn't last 10 years on items. Even if she was wearing your game-worn jersey when she was found, we wouldn't have found this DNA. It wouldn't have happened. Pretty thrash. And here's the crazy thing, James. Pretty thrash. But maybe I took that. This is the table Sherry says she was on when she was abducted. Yeah? Yeah. She showed us this picture. Just said, hey, it looks like this. Which looks exactly like your table. What am I looking at here? What's the deal? I mean, did I tell you and... Yeah. So all you... I mean, I'm not trying to lie, you know, okay, I'll be honest. Like, she's a good friend of mine. And I didn't kidnap her. You know, I just... Friend in need asked me for help. Okay. How did she ask you? When I know very little about them. I knew she got married when she got married. You know, I knew when she left. She wasn't with that guy. I don't know him. I just know she got married. Ce qui s'est passé, c'est que Sherry l'aurait contactée et elle aurait prétexté qu'elle se sentait en danger parce que son mari était très violent avec elle. Donc elle se présente comme une victime et elle arrive à convaincre son ex-petite amie de l'aider à mettre en place un plan bien ficelé. She was trying to get away from her husband, and I don't know their deal. Okay. You know, I didn't get deep into that because there's always two sides to every story. Yeah. So I don't know. Your husband beats you. Your husband raped you. You didn't want your kids. I don't know what her deal was, but that was just a friend calling me, and I'm like, well, I'm What doing your it. understanding was that's what she was saying is she was That's what wanting I'm to get away going from him. Yeah. She was having a hard time. Sous les instructions de Sherry, James loue une voiture et laisse son téléphone à la maison afin d'éviter qu'il ne burne sur le trajet et il va la chercher jusqu'à Redding, qui est situé à plus de 9 heures de route de son domicile à Costa Mesa. So then what happened next? It was it. I went and got her. In what car? A rental car. Il l'amène chez lui et il lui laisse même sa chambre. À ce moment-là, il ne sait toujours pas ce qu'elle a en tête. Est-ce qu'elle veut tout simplement fuir sa famille? Est-ce qu'elle a envie d'être avec lui? James n'en a aucune idée et les enquêteurs sont un peu perplexes parce que quelles étaient les intentions de Sherry et qu'est-ce qu'elle faisait de ses journées?
She stayed in here. She just stayed in the house. I went to work every day. I did my routine. I had hockey. I still had what I needed to do. Who else knew that she was here? That was it. Just you and her? Yeah. À cette dernière question, James est capable de fournir une réponse. Cherry occupe ses journées en lisant tous les articles qu'elle trouve à propos de sa propre disparition. Ça devient une véritable obsession pour elle. Elle s'affame volontairement, sûrement pour rendre la thèse de la captivité plus crédible. Elle fait exprès de rester de longues périodes dans le noir, de pas beaucoup changer ses vêtements pour vraiment avoir les marques des vêtements qui finissent par irriter sa peau, etc. Elle se met vraiment en fait toute seule dans des conditions de captivité. Et puis pour ce qui est de toutes les blessures qu'elle présentait, qui étaient quand même très sérieuses pour la plupart, et ben c'est Cherry qui s'est aussi infligé ça toute seule, en se frappant elle-même avec une batte de baseball à plusieurs reprises. So during that 22 days, she has some significant injuries. Yeah. So there's a brand on her. Yeah. There's significant bruising. There's like, how did all that stuff come about? She did a lot of that while she was here. She just hit herself with something, created a bruise or something. And I helped her. I didn't punch her or anything. I didn't even put hands on her or anything. What about the burns? That was us, How did that happen? Where's the tool? Huh? That was just trash. It wasn't mine. We bought it. It was like a... Where'd you buy it from? What do you call it? A wood bearing tool. James confie aux enquêteurs que c'est à l'approche de Thanksgiving que Cherry aurait décidé qu'il était temps pour elle de rentrer auprès de sa famille. À ce moment-là, ses enfants lui manquent vraiment beaucoup et il lui paraît inconcevable pour elle de passer un Thanksgiving sans eux. C'est alors qu'elle demande à James de lui marquer le dos au fer chaud. Le fait que James accepte de faire ça est assez difficile à comprendre honnêtement. Mais toujours est-il que c'est lui qui laisse ses marques au niveau de l'omoplate droite de Cherry. Et puis il l'aide aussi à fixer du coup toutes les différentes attaches avec lesquelles elle sera retrouvée. Ils prennent ensuite la route et James dépose Cherry là où elle a été retrouvée le fameux matin de Thanksgiving. Il y a même des caméras de surveillance qui montrent que la jeune femme a d'abord tenté de trouver de l'aide dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah, mais comme il était 4 heures du matin, forcément, elle n'a trouvé personne à l'intérieur. Donc on la voit repasser ensuite et se diriger vers la nationale qui est la plus fréquentée, et c'est là qu'elle sera retrouvée grâce à l'appel d'un routier au 911. Suite à toutes ces découvertes, Cherry et Keith sont convoqués par les enquêteurs qui souhaitent leur faire part de toutes ces révélations. Et en gros, ils leur expliquent que ils ont retrouvé l'appartement où Cherry a été détenue et ils lui présentent des photos pour qu'elle confirme. À ce moment-là, c'est assez intéressant parce qu'on a les vidéos et on voit qu'elle semble vraiment très très mal à l'aise, mais elle reconnaît quand même qu'il y a une grande ressemblance entre ce qu'elle a décrit et les photos qui sont présentées. Mais elle ajoute par contre qu'il y a aussi des différences avec ce dont elle se souvient, qu'il y a quelques détails qui ne correspondent pas. So were you able to find where that house is? Yes. And what? Tell me more. Tell me more. Tell me more. We'll get to that. Okay. So if you look at this closet, It's pretty, excuse my language, it's pretty fucking similar. But it's different. I mean, this doesn't look like the bathroom to me, but the order is, yes, this is the type of order, but this is not what it looked like to me. Mais les enquêteurs n'abandonnent pas et ils font une révélation de taille. Ils ont identifié le profil ADN retrouvé sur ses vêtements. We're showing you all of this because ultimately this is the house that you were at. We talked to the people who lived there. We found the house. We found who was involved. We talked to who was involved. We talked to family who knows that you were there. So if we can talk with Keith or without Keith here, what would you like?
completely up to you. Là, Sherry se décompose et elle tente à tout prix d'éviter que la vérité soit révélée. Elle demande à parler à Kiss en privé et elle lui dit qu'elle veut tout arrêter là, qu'elle veut protéger la femme qui l'a enlevée et qu'elle ne veut pas porter plainte contre elle parce que ce serait elle qui lui aurait permis de retrouver ses enfants. Évidemment, cette mystérieuse femme n'existe pas, hein, c'est encore un des nombreux mensonges de Thierry. You need to stop waiting and tell me the truth. I don't want to I don't want them to find her. I don't want her to be arrested. I don't want to press charges on her. I don't want to find her. Explain to me right now. Because she saved my life and she's the reason why I get to hold my children every single day. I don't want them to arrest her. Why? Because she saved my life. So you don't trust her? Alors lorsque les enquêteurs révèlent enfin l'identité de cet homme, James Reyes, Sherry Papini fait mine de ne pas comprendre, hein. Elle nie, elle dit que c'est impossible, elle affirme ne pas avoir eu de contact avec lui depuis plus d'une dizaine d'années. I don't want her to get in trouble. She's not going to get in trouble. So the DNA came back to James Reyes. The DNA that was on you belongs to James Reyes. The picture in the, can I get the picture? The picture of the table is James Reyes' little brother who died recently. We talked to him. He's been on a polygraph. We have everything that says that he said he told the truth. That's James' brother, deceased Nick. The reason why you can describe the room is because you stayed in the room in the dark for hours, for days on end. The reason why you lost so much weight is because you stopped eating. The reason why you got a rash on your arm was because you cleaned his house. The reason why the brand is because he went to the store, bought the branding tools, and branded you. The reason why your nose was broke is because of a hockey stick. I know all of those things, and I know there was no sex. I know all of that because he passed a polygraph test. That said, it's not an abduction. She asked me to come get her. No. I rented a car. No. I drove up and picked her up. No, there's no way. It's James. There's no way. There's no way. The DNA doesn't lie. His DNA was on you. There's no way. So you can go a couple different directions now. His story. I've already told you lying to me is a crime. So you walk out this door telling lies, and that's a crime. I think we need my lawyer. This isn't making any sense. Mais Kiss, lui, ne semble pas totalement surpris. En fait, il avait probablement des doutes depuis longtemps sur la version donnée par sa femme. Déjà, avant même qu'on retrouve Sherry, les enquêteurs avaient fait part d'une découverte troublante au mari. Ils savaient qu'elle avait été en contact la veille avec un de ses ex de passage à San Francisco, avec lequel elle aurait échangé des messages et évoqué la possibilité de s'enfuir avec lui. À ce moment-là, Kiss avait immédiatement prononcé deux prénoms d'hommes auxquels il pensait, David, donc l'ex-mari de Thierry, et James. The data Was there points. anything on her phone that you guys found at all? Yes. And I can share that or no? We can talk about it, but not a shared issue. I'm not going to tell anybody. So the reason why I flew out of state is we found that she'd been in contact with somebody over the last several years. Okay. Through email, through phones, through lots of different aspects. Okay. The conversations were romantic in nature. That person just happened to be in San Francisco the day before she went missing. Okay. So we looked into that. We tried to see if there was any connection to Sherry going back to him or going back with him or him sending somebody to take her out. So we looked into all of that. And then we ultimately flew out to talk to him. Okay. Within those text messages, there were text messages leading to believe that it kind of sounds like there was plans for her to be leaving. Okay. And Who's this guy? Exactly. I'll keep this between us. He- Think of the name.
What's that? I want to think of who it is, that we talked about in the past. If you give me a name, I'll tell a name, but at this point, Fuck. I mean, I feel like I should be in the loop on this, but I don't know. James, David. So the name doesn't matter, the facts matter. Okay. And is he in reply? I mean, is it like we should be together type text messages, or is it just I'm going through rough marriage and we should meet up? A little bit of both. Not full on building up, making plans or vice versa, but there's definitely conversations of possibilities of stuff. So it opens this door. We thought this door was shut. So did I. Il avait donc probablement vu des échanges de messages ou savait en tout cas qu'elle était en contact avec lui. Alright. I'm the idiot husband that stayed around the whole time. No, there's not. Ensuite, tout s'enchaîne assez vite sans vraiment d'éléments particuliers. Cherry est officiellement inculpée le 3 mars 2022 et son procès débute en avril de la même année. Elle est accusée d'avoir fourni un faux témoignage à des agents fédéraux ainsi que de fraude, puisque elle avait quand même injustement touché plus de 30 000 $ de la part du Fonds d'indemnisation des victimes de l'État de Californie. Cherry plaide coupable et le procès n'est donc ni très long ni très compliqué. Ce qui mérite d'être souligné par contre, c'est la sévérité de sa peine. Le procureur avait requis seulement 8 mois de prison. Or, Cherry a été condamnée à 18 mois de prison ferme et a versé une amende de plus de 300 000 $. Dans une déclaration adressée au juge, Cherry s'excuse en disant « Je suis vraiment désolée pour les nombreuses personnes qui ont souffert à cause de moi. Les personnes qui se sont sacrifiées pour la femme brisée que j'étais, les personnes qui ont été impliquées volontairement pour m'aider parce que j'avais si désespérément besoin d'aide, je vous remercie tous. » Mais le juge est intransigeant et il déclare « Nous devons envoyer un message selon lequel le crime ne paye pas. » En gros, il a vraiment voulu faire de son cas un exemple, même si, au final, Cherry a bénéficié de remises de peine, comme c'est très souvent le cas. Elle a été libérée en août 2023 et elle réside désormais dans un centre de réinsertion en Californie. Keith demande le divorce juste après le procès et il exige même la garde exclusive de leurs 2 enfants. Ils sont officiellement séparés et divorcés depuis le début du mois de novembre, mais ils sont toujours en pleine bataille judiciaire concernant la garde des enfants. Cherry Papini n'a jamais expliqué les raisons qui l'ont poussé à simuler son enlèvement. Donc à partir de maintenant, on va naviguer en eau trouble et je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse, mais il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit là que de théories. Honnêtement, on a très peu d'informations sur l'enfance et l'adolescence de Cherry Papini. Elle est née le 11 juin 1982 et elle a grandi avec sa famille en Californie. Ses parents tenaient une pizzeria. À l'adolescence, elle a commencé à avoir beaucoup de rapports conflictuels avec donc ses parents. À 18 ans, elle aurait notamment essayé de cambrioler la maison de son père. Et puis quelques années plus tard, sa mère contacte la police parce qu'elle s'inquiète pour sa fille. Elle explique que Cherry se fait du mal à elle-même et qu'elle raconte ensuite à tout le monde que c'est donc elle, sa mère, qui l'a frappée. Donc on voit que les mensonges et les manipulations ne datent pas d'hier. Au début des années 2000, Cherry se marie une première fois avec un dénommé David Dreyfus. C'est assez difficile de trouver là encore vraiment beaucoup d'informations sur ce premier mariage, mais des proches de Cherry ont expliqué qu'il s'agissait plus d'un mariage arrangé que d'un mariage d'amour parce que David était militaire et il aurait accepté d'épouser Cherry afin qu'elle puisse bénéficier de son assurance maladie parce qu'elle prétendait avoir un problème cardiaque, ce qui, vous vous en doutez, était un mensonge. J'ai également lu sur internet plusieurs personnes qui ont écrit qu'elle avait fait de la vie de David, donc son premier mari, un enfer, mais j'ai pas trouvé d'article dans lesquels lui-même aurait fait ces déclarations, donc c'est vraiment une information à prendre avec des pincettes. Ensuite, Cherry a donc renoué contact avec Keith Papini et est née la relation qu'on leur connaît. Je vous en ai parlé avant, donc je vais pas spécialement revenir dessus. On en arrive donc à cette fameuse mise en scène d'enlèvement et de séquestration. Pourquoi Cherry Papini a-t-elle fait ça ? Comme je vous l'ai dit, elle ne l'a pas expliqué elle-même, et ses avocats pensent que c'est même pas vraiment conscient pour elle. La première hypothèse à évoquer, c'est celle des abus de son mari qu'elle aurait cherché à fuir. Elle a affirmé à plusieurs reprises qu'il était violent avec elle, qu'il lui criait dessus et qu'il la frappait. Mais je dois quand même vous rappeler qu'on n'a trouvé aucune preuve à ces accusations. Et qu'on sait par contre qu'elle l'a déjà faussement accusée de violence, notamment avec le fameux incident avec la Wii.
Donc il est difficile de croire à sa version, sachant qu'elle a cette fâcheuse tendance à mentir et à se placer en position de victime. Mais bon, c'est pas impossible qu'effectivement Kiss ait été violent avec elle. Après tout, vous le savez bien, hein, très souvent on ne sait pas ce qui se passe chez les gens une fois que la porte est refermée. Par contre, il est aussi possible que ce soit elle l'agresseuse et qu'elle fasse ce qu'on appelle du gaslight sur Kiss, c'est-à-dire qu'elle le manipule et qu'elle manipule les autres pour inverser les rôles, pour faire douter de sa propre responsabilité dans la violence et les conflits. Je vous rappelle que d'entrée de jeu, Kiss avait raconté qu'elle criait beaucoup à la maison et qu'elle avait tendance à faire du chantage, chose qui a été confirmée par plusieurs témoignages de leurs proches. Alors, bien que Thierry Papini n'ait pas officiellement, et à ma connaissance, été diagnostiqué de tel ou tel trouble psychologique, je vais détailler plusieurs pistes qui me semblent intéressantes. Premièrement, et je pense que vous avez été nombreux à y penser, le syndrome de Munchausen. Alors la plupart d'entre vous êtes probablement plus familiers avec sa variante, le syndrome de Munchausen par procuration, comme on avait vu par exemple dans l'histoire de Didi et Gypsy Rose Blanchard. Mais là je parle plutôt du syndrome de Munchausen dans sa forme simple. En gros, ce syndrome consiste à s'inventer, à se créer souvent des maladies, mais ça peut aussi être des situations dramatiques, traumatiques, afin d'attirer tout un éventail de bénéfices secondaires, de l'attention, de la compassion, de l'aide financière, et tout ce qui peut aller avec, des cadeaux, des faveurs, etc. C'est un syndrome qui fait partie de la plus large famille des troubles factices, et qui ne sont donc pas des troubles à l'origine physiques, mais bien psychiques. Dans le cas de Thierry Papini, il semblerait qu'elle ait depuis très longtemps eu tendance à s'inventer des problèmes. Donc ce fameux souffle au cœur dont je parlais tout à l'heure, pour se rapprocher et peut-être justifier d'un mariage précipité avec son ex. Même chose plus jeune avec ses parents. Et vraiment on voit qu'elle cherche beaucoup ce rôle de victime. Donc je pense qu'il y a très probablement quelque chose de l'ordre de ce syndrome chez elle. Je trouve qu'elle correspond plutôt bien au tableau clinique. Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien expliquer ce qui peut causer l'apparition du syndrome de Munchausen. Parfois, chez certains patients, on remarque qu'il y a eu des carences affectives durant l'enfance, mais ce n'est pas systématique. Et en fait, comme c'est un syndrome très compliqué à étudier, on n'a pas tant de données que ça sur le sujet. Concernant Thierry Papini, par exemple, je pourrais pas vous affirmer pourquoi elle aurait pu développer ce trouble, et ça notamment parce que la plupart des infos qu'on a sur elle viennent d'elle, et bon, vous l'avez compris, c'est pas la source la plus fiable, très clairement. Et du coup, on peut également se pencher sur la mythomanie. Alors, la mythomanie, il faut savoir que ce n'est pas considéré comme un trouble psychiatrique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver en tant que tel dans les manuels diagnostiques relatifs aux maladies mentales. Le fait de mentir, en fait, c'est plutôt quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de situations différentes et où l'intention derrière peut totalement varier d'un cas à un autre. Ce qu'on a tendance à décrire comme de la mythomanie, généralement, c'est les mensonges compulsifs. Dans le cas de Thierry Papini, je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que c'est pas le cas. Ce sont pas des mensonges sur absolument tout et n'importe quoi, sans aucune structure ni but précis derrière. Non, elle, ces mensonges, ils vont vraiment faire partie d'un scénario qu'elle a créé, elle s'y tient, et je suis persuadée qu'il y a bien une motivation derrière, comme je vous l'ai dit juste avant, attirer l'attention et la sympathie sur elle, mais pas seulement. Là, je vais faire un long détour et un retour en arrière qui, je pense, sera très éclairant. En 2003, Thierry est une jeune femme qui, comme beaucoup de jeunes de son âge, tient une page MySpace, c'est-à-dire un blog. Et sur ce MySpace, elle écrit un post pour partager son expérience en tant que lycéenne. On découvre alors que le racisme était très présent dans sa famille. Son père était d'ailleurs souvent qualifié de nazi à cause de sa haine envers les latinos. Pour Thierry, c'était dû à ses origines allemandes. Elle a été profondément marquée par ce qu'elle percevait comme injuste et ça a commencé à développer de la rancœur envers toute la communauté latino-américaine. Il faut dire aussi qu'elle voyait vraiment son père comme un véritable héros, puis ils étaient vraiment très proches, il assistait à tous ses matchs de volley, etc. Et donc selon ses dires, c'était une très très bonne élève, elle avait de bonnes notes, elle était assidue à l'école. En revanche, elle raconte qu'elle était très souvent suspendue parce qu'elle était obligée de se défendre contre les attaques de ses camarades de classe d'origine latine-américaine. Le problème principal, c'est que je ne me droguais pas, j'étais blanche et fière de mes origines.
Elle raconte également une violente altercation qui aurait eu lieu après un match de volley. Elle aurait attaqué une élève après que celle-ci l'ait traitée de nazie et elle se vante même en disant « Il a fallu 3 hommes adultes pour m'attraper et m'empêcher de continuer à la frapper ». Après ça, au lieu de la punir, son père l'aurait félicitée en disant qu'elle avait raison de tenir tête à ce genre de personnes, qu'il ne fallait pas qu'elle se laisse marcher dessus. En fait, en lisant tout ça, on se rend compte que pour Cherry, être blanche, ça fait vraiment partie intégrante de son identité. Dans ce post, elle prend même la défense des skinheads qui, d'après elle, n'ont pas peur de montrer qu'ils sont fiers d'être blancs et américains. Bien des années après, lorsque du coup elle était interrogée par le FBI sur tout ça, elle a nié avoir écrit ce qu'elle décrit là comme un horrible post et elle a déclaré que quelqu'un avait dû se faire passer pour elle et écrire ça à sa place. Comme beaucoup de ses déclarations, les anecdotes que Cherry partageait sur son MySpace sont vraisemblablement complètement fausses. Elle aurait inventé en fait toutes ces agressions de toutes pièces, ce qui n'était pas inhabituel. Et oui, car ses amis d'enfance affirment qu'elle était constamment en recherche d'attention, elle faisait très souvent des fugues et elle inventait beaucoup de fausses agressions. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle découvre qu'elle obtient davantage d'attention quand elle se fait passer pour une victime et rapidement, elle arrive plus à s'en passer. Elle s'invente par exemple de faux problèmes de santé, notamment donc des problèmes cardiaques, un souffle-cœur, pour attirer la sympathie de ses proches. Et dans une interview, un ancien petit ami confirme aussi que Cherry était une sorte de menteuse en série. Ils ont d'ailleurs commencé à sortir ensemble alors qu'ils n'avaient que 15 ans et que Cherry, elle, était âgée de 20 ans et travaillait comme conseillère aux études. Il raconte par exemple que Cherry lui aurait certifié qu'elle surfait extrêmement bien, mais elle trouvait toujours des excuses pour ne pas l'accompagner surfer, probablement parce qu'elle ne savait absolument pas surfer. Et de façon générale, Cherry aime également affirmer à qui veut bien l'entendre qu'elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend, ses études, ses relations, sa carrière, tout a toujours été très facile pour elle. Mais la perception qu'elle a d'elle-même est bien loin de la réalité, contrairement à ce qu'elle a partagé sur MySpace, elle n'a jamais été particulièrement douée à l'école, elle avait d'ailleurs plutôt des notes moyennes. Bref, les tendances au mensonge de Cherry étaient profondément ancrées, alimentée par des biais racistes, mais aussi une volonté de se mettre en avant. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre cette période où elle a écrit ce blog et le faux enlèvement qu'elle a imaginé 13 ans plus tard. Je voudrais aussi évoquer avec vous plusieurs troubles de la personnalité qui peuvent éventuellement convenir au cas de Cherry Papini. Alors ça ne veut pas dire qu'elle les a forcément, mais disons qu'il y a des traits chez elle qu'on peut retrouver dans la description de ces troubles. J'ai pensé notamment aux troubles de la personnalité borderline, dans lequel on retrouve une relation à l'autre un petit peu en yo-yo. C'est vraiment genre du rejet, puis beaucoup de possessivité. C'est aussi de l'impulsivité et des comportements destructeurs qui peuvent par exemple consister en automutilation. C'est aussi des colères explosives et une sorte de crainte, de peur du vide qui pousse à faire des choses déraisonnables pour remplir ce vide. Bon, je pense que vous comprenez pourquoi je trouve qu'on peut se poser la question dans son cas. Ensuite, il y a le trouble de la personnalité histrionique. Alors ça, c'est un trouble qui se caractérise notamment par une recherche excessive d'attention sur soi. Ce sont généralement des personnes qui veulent plaire et qui sont beaucoup dans la séduction. Par conséquent, ce sont aussi des personnes pour qui l'apparence physique a une grande importance et qui utilisent leur physique pour se mettre en valeur. Ce sont aussi des personnes très dramatiques, très expansives dans leurs émotions, mais bizarrement qui restent très en surface de ces mêmes émotions. Donc en fait, c'est joué. Et enfin, ce sont des personnes qui vont pas mal changer leur manière d'être, voir ce qu'elles disent en fonction de leurs interlocuteurs, et qui vont un peu les imiter, toujours dans le but de leur plaire. Donc là aussi, je trouve qu'il y a pas mal de points qui sont intéressants et qui me font penser à des aspects qu'on a pu voir chez Cherry. Et puis enfin, alors désolée, j'espère que je vous bassine pas trop avec ces tableaux cliniques, il y a le trouble de la personnalité narcissique. Je pense que c'est celui qui se passe le plus d'explications, en vrai tout le monde voit plus ou moins ce que c'est. Moi dans mes notes j'avais noté Main Character Energy, c'était vraiment des personnes qui veulent être le personnage principal du film.
Plus sérieusement, en gros, ce sont des personnes qui ont une très haute estime d'elles-mêmes, qui se sentent supérieures aux autres, qui sont attirées par la richesse, la célébrité, la beauté, bref, tout ce qui permet d'avoir un haut statut social. Ce sont aussi des gens qui ont très peu d'empathie pour les autres et qui n'hésitent pas à utiliser autrui pour arriver à leur fin sans se soucier de ce qu'ils peuvent leur faire ressentir. Donc voilà, même si aucun de ces troubles n'a officiellement été diagnostiqué à Thierry Papini, je pense que ça peut être des pistes intéressantes de compréhension, de se dire qu'elle a peut-être des traits provenant de ces troubles et de ce syndrome, ce qui explique un petit peu plus sa façon de fonctionner en société et dans la vie en général. Personnellement, je pense que sa volonté, quand elle a simulé son enlèvement, c'était vraiment d'attirer l'attention de son entourage, genre de sa famille, de ses voisins, peut-être de la presse locale, pour pouvoir revenir en victime, mais aussi en héroïne. Vous savez, être un petit peu cette femme, cette mère forte que tout le monde admire pour sa résilience, pour tout ce qu'elle a traversé, et que tout le monde devienne hyper gentil avec elle parce que la pauvre, après tout ce qu'elle a vécu. Moi, je pense pas que l'argent était la raison principale de ce qu'elle a fait, mais c'est sûr aussi que c'était quand même un bonus non négligeable. Et puis Thierry a probablement été dépassée par l'ampleur de son plan et de ses mensonges. Je crois qu'elle n'avait pas imaginé l'ampleur que tout ça prendrait, qu'elle aurait sur elle carrément toute l'attention médiatique du pays et que la police serait autant impliquée, que le FBI serait impliqué, et au final elle s'est retrouvée piégée par sa propre histoire. There was no way you could have predicted that this was going to blow up and to be as big as it was. Not even God thought it was going to turn into this big. Even when he first got the call, he didn't think that CNN and ABC and everybody was going to care. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors comme vous l'avez compris, l'affaire Thierry Papini a été vraiment très médiatisée aux États-Unis et d'importants dispositifs de recherche ont été mis en place pour la retrouver saine et sauve, là où d'autres personnes ne reçoivent pas autant d'attention. Ce biais médiatique n'est pas sans rappeler le syndrome de la femme blanche disparue. En effet, Thierry est une jolie femme blanche d'une trentaine d'années, issue de la classe moyenne, épouse et mère de famille. Or, les statistiques montrent qu'aux États-Unis, il n'est pas rare que ces cas de disparition-là bénéficient d'une attention médiatique bien plus importante que lorsque il s'agit de personnes au profil différent, que ce soit d'autres ethnies par exemple, ou même des personnes plus marginales comme les TDS ou des sans-abri. Le pire dans cette histoire, c'est qu'une autre femme, Stacy Smart, a disparu le même jour que Thierry, à seulement 40 km du domicile des Papini. Sa disparition n'a absolument pas eu la même attention des médias et elle n'a jamais été retrouvée. La famille de Stacy est dévastée évidemment et sa fille a même déclaré que c'était extrêmement difficile de voir toutes les ressources qui avaient été mobilisées pour retrouver Thierry alors qu'elles auraient pu être allouées à l'enquête sur la disparition de sa mère. Je crois que c'est vraiment le point qui me frustre le plus dans cette histoire, avec le fait également que le cas de Papini est une exception et que ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en question tous les témoignages de victimes. Mais quand même, en France aussi, on l'a vu, je me rappelle au moment des attentats, il peut y avoir des personnes qui tentent de se faire passer pour des victimes alors qu'elles n'ont rien vécu. J'espère en tout cas que mon travail sur cette histoire vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Merci également à Cambly d'avoir été mon sponsor pour cette vidéo. Rendez-vous sur le lien en barre d'infos si vous voulez profiter de la remise de moins 60% sur l'année de cours d'anglais. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer les lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I